et Gourbalkoum, leur aîné, 15 ans, allant de l'un à l'autre au milieu des flammes, les consolant, les incitant à mépriser l'adversité, étuyant leur corps que la suie rendait illisible. Ici Mariam Akoum, fière et intraitable créature des ghettos, combattante, merveilleuse, a brûlé pendant des heures avec ses 3 enfants, Saria Koum, 14 ans, Ivo Koum, 14 ans également, et Gourbal Koum, leur aîné, 15 ans, allant de l'un à l'autre au milieu des flammes, les consolant avec des contes et des chansons, les incitant à mépriser l'adversité, leur promettant un avenir radieux, essuyant avec sa salive et ses mains noires leur corps que la suie rendait illisible. Pour faire rire tout le monde. Les jours de cérémonie officielle, les humains choisissaient au hasard parmi nous quelqu'un qui tiendrait le rôle de garde-roue, rescapé des poubelles de l'histoire. Il fallait s'inscrire pour participer au tirage au sort, mais dans les faits, les humains ne se souciaient pas de respecter les résultats de leur propre loterie. Et la veille de la cérémonie, plutôt que de manipuler les bulletins crasseux sur lesquels quelques poignées d'entre nous avaient été leurs noms illisibles, ils arrivaient aux abords d'un de nos repères et ils happaient le premier venu afin de l'habiller en garde rouge et de le faire défiler le lendemain sous les colibets. J'eus cet honneur. Un soir, alors que bardé de gamelles vides et tintinabulantes, j'étais en train de me glisser dans un dépotoir que les humains avaient clos de barbelés. Un camion s'arrêta à ma hauteur et il en descendit une demi-douzaine d'hommes en combinaison anti-allergénique qui m'expliquèrent, sans ménagement, que je pourrais le jour suivant marcher en pleine rue et vociférer ma haine de l'inégalité sans qu'on me tire dessus à balles réelles. Ces hommes n'ôtaient pas leur casque pour me parler, de sorte que même si je connaissais un peu le dialecte dans lequel ils formaient des phrases effrayantes, j'eus du mal à capter les subtilités de leur message. Passivement, mais aussi parce que déjà ils m'avaient brutalisé, je les suivis. Le camion démarra et m'emmena dans un de leurs centres. Je passais la nuit là-dedans. La cage ne manquait pas d'endroits où s'allonger. Du trou à pisse ne refluait pas des pestilences exceptionnelles. Et au matin, on m'apporta une soupe faite avec de l'eau propre. Bien que clairette, je mentirais en disant qu'elle était mauvaise. De cette partie de l'aventure, je n'ai donc pas à me plaindre. Le matin, la manifestation eut lieu. On me confisqua mes gamelles et on me pria de revêtir une tenue de drap militaire qui avait été cousue pour une personne plus imposante que moi, en tout cas pour un cadavre qui avait des membres mieux proportionnés et plus longs que les miens. Alors que je protestais, faisant valoir mes droits de citoyen et exprimant mes craintes d'être grotesque, on me passa un bandeau rouge autour du bras et on me tira vers une camionnette de la police qui fonça sur le lieu de regroupement du cortège. Je vis peu ensuite la manifestation dont je n'étais pas, à vrai dire, le sujet principal. Je marchais avec difficulté au milieu de la rue, m'efforçant avant tout de ne pas trébucher dans mon pantalon trop large. Personne ne m'accompagnait, personne ne me disait quoi faire, et il y avait toujours une très grande distance entre moi et les autres. J'entendais les haut-parleurs crier devant et derrière moi, et les manifestants reprendre des slogans, ces slogans des maîtres qui ne nous intéressent pas et qu'en général nous comprenons peu, ou pas du tout. À un moment, je me mis à brailler quelques appels à l'insurrection contre les puissants du monde, quelques débris de textes expliquant pourquoi il fallait assassiner au plus vite et sans faire de chichi les responsables du malheur, à quelque niveau du malheur qu'ils se placent. Ma voix se perdait dans le brouhaha. Je braillais comme un ivrogne, en levant le poing et parfois en agitant la casquette dont ils m'avaient coiffé, sur laquelle ils avaient épinglé une étoile vermillon dont j'étais très fier. En accord avec le programme des réjouissances, des colibets furent sans doute proférés à mon adresse et peut-être scandés par les milliers de voix du public, mais je ne me rappelle rien de ça. J'avançais sans grâce, mais sans tomber. J'agitais ma casquette. Je hurlais le détail des mesures qui entreraient en vigueur immédiatement après notre prise du pouvoir. Je ne me préoccupais pas de savoir si on me rendrait mes gamelles et mes hardes avant de me renvoyer vers le dépotoir ou de me liquider.
que j'étais très fier. Au foyer, quand la maîtresse avait été arrêtée ou tuée, c'était souvent un soldat rouge qui nous faisait la classe. Les maîtresses se succédaient, mais dans les intervalles, on faisait toujours appel à lui. L'homme s'appelait Schumann. Il avait perdu le bras droit en combattant sur le front de l'Orbise. Il devait avoir une petite trentaine d'années, et ses connaissances scientifiques étaient tout juste supérieures aux nôtres. Sur le plan pédagogique, je crois que je n'exagère pas en disant qu'il était nul. Comme nous étions petits, nous ne nous en apercevions guère, mais maintenant que j'y pense, oui, il était nul. Il allait et venait devant le tableau noir, brandissant dans la main gauche un morceau de craie, et imitant comme la peste la minute fatale où il serait obligé d'écrire un mot. Bien qu'il ne fût pas suffisamment alphabétisé pour avoir des scrupules d'orthographe, il sentait d'instinct qu'il valait mieux ne pas nous imposer ces tracés laborieux. Et quand il devait malgré tout le faire, il réfléchissait de longues secondes entre chaque trait, tout en essuyant avec exaspération son front où soudain la sueur luisait. Ces leçons consistaient en premier lieu à nous transmettre des principes de discipline militaire, puis venaient des cours d'arithmétique. Nous rabâchions à un certain nombre d'opérations qui nous paraissaient fastidieuses, car nous en possédions déjà les clés depuis des mois. Nous étions invités à réciter interminablement les tables de multiplication, selon un rythme régulier, que le soldat Schumann marquait en opinant du chef, avec une satisfaction sévère et sans commentaire. Dès que le résultat des comptes allait au-delà de 50, nous notions un léger embarras chez notre professeur, et au-delà de 60, celui-ci abandonnait l'exercice à notre bon plaisir. Élise Blanc était parmi nous le seul à savoir multiplier par 8 ou par 9. Il prenait le relais de nos voix lorsque nos vocalises s'exténuaient, et même quand il se trompait, le soldat Schumann continuait à agiter doctement la tête, sensible avant tout à la mélodie, mais aussi à l'autorité naturelle du meilleur élève, et de toute façon, incapable de corriger la moindre erreur de calcul. Après cette immersion dans les nombres, Schumann dérivait en direction des matières où il avait les coudées plus franches, les méthodes de combat au corps à corps et l'idéologie égalitariste de base. Nous apprenions ainsi avec lui les techniques d'assaut à la baïonnette, l'égorgement nocturne de sentinelles et l'art de n'utiliser que le bras gauche pour frapper l'ennemi sur ses points corporels vitaux. Lui, noir de poussière, fatigué par les chutes au sol et meurtri par les coups que nous nous étions mutuellement portés, nous nous réinstallions à nos pupitres et nous écoutions ce qu'on avait à nous dire en théorie politique. Le soldat Schumann nous exposait ce qu'il savait, c'est-à-dire un concentré de marxisme populaire utile pour prendre des décisions et pour choisir son camp pendant les grandes grèves ou les affrontements armés. Toutefois, comme il logeait dans un dortoir d'invalides parmi lesquels on comptait plusieurs Tibétains, il avait subi une forte influence du bouddhisme et son langage s'en était trouvé modifié. Après son cours magistral, nous devions énumérer les 10 précieuses thèses d'Avril, les 5 nobles différences entre socialisme et communisme, les 12 lumineuses valeurs prolétariennes, sans oublier notre liste préférée qui était celle des 9 catégories puantes. Schumann était en train de développer pour la énième fois les racines et les conséquences des démangeaisons qui affectaient sa main métissante, lorsque j'aperçus une minuscule forme noire qui s'approchait de l'ouverture de sa mâchoire. Il s'agissait d'un mille-pattes, comme il entraînait quelquefois dans la cour et même dans le dortoir. Celui-ci était de petite taille. J'étais assis au premier rang et je sais que d'autres élèves avaient eux aussi remarqué les évolutions de la bestiole. Nous regardions fascinés, mais assez respectueux de la discipline pour ne pas montrer notre excitation, ce spectacle, qui mettait un piment inattendu dans la monotonie du bavardage en cours. Schumann était adossé au mur à 2 mètres de lui, et il parlait. Je pense qu'il avait bu, car nous sentions de temps en temps arriver sur nous son haleine chaude et les relents de bière. Le manteau de Schumann était une capote en feutre sale d'un gris kaki très délabré. On avait l'impression que notre professeur revenait du front et était encore imprégné des horreurs héroïques, de la boue et du sang des combats.